Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui à deux psychanalystes très distingués de notre communauté psychanalytique qui vont avoir une conversation sur cette plateforme en ligne. Giulia Kristeva et Dominique Scarfone. Depuis le début de la pandémie, comme vous le savez, nous avons lancé une série de webinaires COVID-19. La présentation d'aujourd'hui fait partie de cette série, cette fois-ci sous un format différent. Nous allons assister à une conversation libre, sans présentation de travaux. Dans cette occasion, il n'y aura, pour cette modalité qui est neuve, pour cette occasion, il n'y aura pas le temps pour quelques questions du public. Dans tous les cas, vous pouvez les écrire sur le côté droit du panneau destiné aux questions depuis le début du webinaire. Avec Julia, nous avons prévu un déjeuner à la closerie des Lilas à Paris pour le 29 mars qui s'est vu annulé à cause de la pandémie. C'est l'histoire un peu de cette conversation d'aujourd'hui. Alors, on va se réunir aujourd'hui du sujet du COVID-19 en invitant à notre table à Dominique Scarfone, avec qui nous avons également partagé des espaces lors des congrès et des rencontres. J'ai imaginé cette rencontre comme une conversation entre collègues et je vous invite tous à nous rejoindre dans un climat de convivialité. Nous allons regretter les huîtres de la closerie, mais on gardera l'esprit de travail face à ce moment difficile où nous, en tant que psychanalystes, devons continuer à soutenir le processus de nos patients à distance pour le moment. Alors, selon notre lieu de vie, nous sommes à différents stades de la pandémie. Maintenant, c'est le tour de l'Amérique latine d'avoir un grand nombre de cas. À Buenos Aires, nous sommes dans un isolement obligatoire depuis plus de 3 mois, tandis que d'autres pays commencent déjà à ouvrir ses activités et ses espaces de vie. Je crois que où vous habitez, c'est comme ça. Ici, c'est complètement différent, le stade de la pandémie. Il est important de réfléchir aux défis que cette énorme crise humanitaire nous a posés dans notre vie personnelle et professionnelle et vis-à-vis des questions fondamentales que nous sommes en train d'aborder dans le webinaire. Face à ce type de situation, nous voyons émerger des attitudes très positives telles que la solidarité et aussi négatives, telles que la discrimination, le racisme et différentes formes de violence. Je vais vous laisser avec nos invités parce que je suis sûre que vous avez beaucoup plus à nous dire sur ces sujets et sur d'autres. Avant de commencer votre échange, je vais vous présenter brièvement. Nous allons convenir qu'il s'agit d'une formalité, car cela pourrait occuper tout le temps de ce webinaire, tellement les antécédents de nos deux invités d'aujourd'hui seront trop longs à lire. Je tiens tout particulièrement à remercier Julia et Dominique d'avoir accepté de participer
à cette nouvelle modalité. Alors, je vous vais lire. Matthew, please, if we could see the slides. Oh, je m'excuse, ce webinaire serait un peu multilingual. Je vous lirai part de la biographie. Julia Kristeva est écrivain, psychanalyste et professeur émérite à l'Université Diderot, Paris 7. Elle est membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, SPP, et docteur honoris causa de nombreuses universités aux États-Unis, au Canada et en Europe. Commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite et premier lauréat du prix Holbert en décembre 2004. Kristeva a reçu le prix Hannah Arendt en décembre 2006, le prix Václav Havel en 2008. Comme vous savez, Julia est auteure d'une trentaine de livres et je ne mentionnerai que mes préférés. Elle a accepté que je vous dis mes préférences. Et la révolution du langage poétique, Histoire d'amour, Soleil noir, Le temps sensible, Proust et l'expérience littéraire et la trilogie Le génie féminin, Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette. Cet incroyable besoin de croire, Possession, Seule une femme, Thérèse mon amour, Pulsion du temps, L'horloge enchantée. Son travail a été publié en anglais. La plupart de ses livres sont disponibles dans les langues mondiales les plus courantes. Alors, ça, Dominique. Matthew, please, the next. Dominique Scarfone est médecin et psychanalyste, professeur honoraire au département de psychologie de l'Université de Montréal, analyste formateur à la Société et à l'Institut psychanalytique de Montréal, Société canadienne de psychanalyse affiliée à la IPA. Il dirige le séminaire continu Penser avec Freud à la Société psychanalytique de Montréal. Il a été rédacteur adjoint de l'International Journal of Psychoanalysis et siège présentement l'exécutif du collège de cette même revue. Il est également membre du comité de rédaction de Psychoanalytic Quarterly et du comité international de plusieurs autres revues. J'avais le plaisir d'avoir Dominique pour une présentation au Congrès de Boston en discutant mon article. Maintenant, on commencera la conversation et je vous laisse avec de nombreux collègues qui vont faire part de la conversation. Merci Virginia. Comme on avait convenu que c'est moi qui amorcerai la conversation, je m'exécute. Tout d'abord, merci à vous de cette invitation. C'est un plaisir et en même temps un honneur d'engager cette conversation avec Julia Kristeva, dont vous venez de faire une brève description de l'œuvre et de la contribution à la psychanalyse et à d'autres domaines. Ce que j'aimerais faire comme première observation, c'est que évidemment, le sujet dont nous allons traiter, nous y sommes dedans, nous sommes encore dedans, et donc nous n'avons pas pu laisser jouer le temps de l'après-coup pour réfléchir de façon plus approfondie, disons, aux problèmes et aux questions que ça nous pose. Et donc, il faut accepter que c'est des opinions nécessairement provisoires qu'on peut formuler au moment actuel, et aussi qu'on ne peut évidemment pas, que ce soit maintenant ou plus tard,
en parler en extériorité. Nous sommes dedans et donc nous ne pouvons en parler que du dedans. Et en tant que psychanalyste, à ça, nous sommes habitués. C'est-à-dire, quand nous parlons de notre expérience analytique, ce n'est jamais en surplomb non plus. Nous parlons toujours de l'intérieur de l'expérience puisque nous en faisons partie. Alors, ce qui moi, m'a beaucoup frappé dans l'expérience de cette pandémie et de tous les phénomènes attenants, c'est une première chose qui est une sorte d'ironie, si je peux dire, c'est-à-dire la réification que la pandémie a produite à propos de quelque chose que depuis Freud, depuis le projet de Freud, en fait, nous connaissons, c'est-à-dire comment dans la perception du Nebenmensch, de l'autre humain, il y a toujours deux aspects. L'aspect familier, les attributs, comme Freud les appelait, ou le prédicat, et cet aspect plus opaque, sombre, insaisissable, qu'il appelait das Ding, la chose, mais qui, à mon avis, pourrait tout aussi bien se dire comme l'énigmatique de l'autre, énigmatique qui, par essence, étant donné qu'on ne peut en saisir quoi que ce soit, se présente aussitôt comme une certaine menace. Or, le virus, me semble, a eu cette ironique capacité de faire en sorte que même les personnes autour de nous les plus familières, les plus amicales, nous sont tout à coup devenues potentiellement menaçantes et donc on fait émerger à la surface, je peux dire, cet aspect unheimlich, on pourrait dire. Le familier est devenu quelque chose d'étranger et surtout de menaçant. Or, cette réification de l'unheimlich me semble absolument importante à souligner comme étant un objet spécifique de la vision psychanalytique des choses, à savoir que nous, dans le fond, nous ne pouvons pas être tellement surpris de tous les phénomènes, tant les phénomènes positifs que les phénomènes très troublants qui se sont associés à la pandémie, puisque nous sommes déjà, si on peut dire, au courant du fait que l'autre familier cache toujours, sans que ce soit la volonté de personne, cache toujours l'autre inquiétant. Et donc, la question est maintenant comment porter cette pensée de l'inquiétant à propos de la pandémie et surtout comment situer notre position subjective devant ça. Alors, j'ai été particulièrement intéressé par le fait de voir que Julia avait déjà commencé à réfléchir au phénomène de la viralité, ce qu'elle a appelé la viralité, et qu'elle s'est questionnée sur les aspects de cette viralité, sur la vie psychique et notamment sur la question de la position de sujet, de la subjectivation par rapport aux effets de cette viralité. Et moi, de mon côté, j'ai pensé que la situation actuelle, puisque la viralité, elle existait avant la pandémie, mais de façon métaphorique sur l'Internet, ce qu'on appelle les médias sociaux, mal nommés à mon avis, mais cette viralité, donc, faisait en sorte de nous donner une nouvelle version de la psychologie de masse, étudiée par Freud dans son texte de 1921, comme tout le monde sait, cette psychologie de masse qui maintenant nous donne affaire à une masse à la fois beaucoup plus immense, beaucoup plus vaste et en même temps fragmentée et anonyme. Et comment je voulais peut-être entendre Julia, si la question la rejoint, l'intéresse, comment penser aujourd'hui cet effet de psychologie de masse devant les phénomènes associés à la pandémie et à la viralité en général. Voilà, pour amorcer la conversation. À vous, Julia. Merci, cher Dominique Scalfone, de vous jeter dans le bain et d'ouvrir cette conversation. Merci, Virginia, de nous avoir invités. Comme vous le savez,
et comme vous venez de le dire, cette conversation déroge un peu à la formule qu'a le webinaire et nous essaierons d'être à la fois didactique, peut-être politique, peut-être théorique, mais surtout, comme le signalait Dominique, de ne pas survoler la situation, mais de parler à un analyste. Et je suis persuadée, quant à moi, que l'analyste ne parle comme analyste que dans la science. Et que tout le reste, et nous sommes obligés de participer à tout le reste, parce que nous sommes aussi l'homme et la femme sont des hommes politicones, nous sommes des êtres politiques, nous sommes obligés de participer au combat actuel, à cette épreuve actuelle. J'étais sensible à ce que Dominique disait sur l'étrangeté, sur le Unheimlich, à quoi nous confronte la situation actuelle. Mais si vous permettez, Dominique, j'irai pour ma part un peu plus loin. Moi, je suis une étrangère et je suis très intégrée en France. Virginie Hangard l'a laissé entendre à travers mes publications et différentes implications pédagogiques, politiques, culturelles, etc. Mais dans la situation de la viralité, j'ai compris quelque chose que je savais déjà, mais qui m'a été révélé par mes patients et par cette espèce d'épreuve humaine que nous avons vécue. C'est-à-dire que je suis une survivante. Nous étions pendant cette période-là du confinement et encore actuellement dans cette variante du confinement qui est le déconfinement et qui nous confronte à d'autres circonstances, d'autres crises, nous sommes des survivants. Je le dis avec beaucoup d'intimité, pensant à mon expérience, mais aussi en pensant à mes analysants. Mon expérience, rassurez-vous, je ne vais pas vous la raconter, restons dans la conversation, mais néanmoins pudique. Je suis née 2 jours après la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale et vous imaginez que dans ma Bulgarie natale, les choses n'étaient pas simples comme ailleurs dans le monde. Mais une enfance qui est frappée par cet état de guerre a toujours été tout au long de mon adolescence aussi, qui était celle de la guerre froide, une survivance. Le fait de l'exil est aussi une survivance. Ce qui veut dire que l'état non seulement d'étrangeté, mais de menace de la vie, que la vie n'est pas certaine, qu'il peut y avoir des camps de concentration, il peut y avoir des exclusions qui vous mettent à mort, qui vous empêchent de penser, qui vous empêchent de vivre. Tout ça m'a souvent habité et j'ai essayé de le dire dans mon engagement comme psychanalyste, de l'entendre aussi chez mes patients et aussi de l'écrire. Alors, j'étais très, pas surprise, mais rassurée en préparant notre conversation et en lisant Malaise dans la civilisation par une phrase de Freud, dont chacun sait qu'il était un homme un peu triste, pulsion de mort, Freud secoué par l'existence tragique, etc. Et je vais vous lire comment il formule ce que c'est qu'une société. Il nous dit, je vais donner une brève formule pour l'évolution de la civilisation. Et il entend par civilisation non pas une création culturelle ou ethnique, mais l'humanité elle-même, l'hominisation, le fait de l'humain. C'est, je le cite, le combat de l'espèce humaine pour la vie. La civilisation, c'est le combat de l'espèce humaine pour la vie. Cette lutte est, somme toute, le contenu essentiel de la vie. Se battre pour la vie, eh bien, c'est quelque chose qui nous a sauté à la figure avec un moment extrêmement significatif de ce 21e siècle que nous vivons, où la viralité, et je reviendrai sur ce que vous disiez à la fin, Dominique, est devenue non pas quelque chose qui nous tombe de l'extérieur, en raison de l'hyperconnexion ou du développement orageux et outrancier de néocapitalisme et de la consommation et de menaces sur la terre. Cette viralité nous est venue de l'intérieur. L'agent pathogène est en nous.
Je vais peut-être dire quelques mots sur cette notion de viralité que nous employons. Il y a encore quelques mois, dans notre monde anté-Covid, le virus, disséminé évidemment par l'informatique, était devenu une métaphore universelle. Je l'employais moi-même aussi. Je disais viral et j'entendais l'accélération de la communication, la contagion précipitée, l'inflammation, la séduction foudroyante et après l'explosion et la mise à mort de soi-même et de l'environnement. Et nous avons eu plusieurs expériences de ce type. Les réseaux sociaux sont viraux parce qu'ils attirent, ils nous séduisent, et puis ils nous blâment, ils nous détruisent. Les gilets jaunes étaient viraux parce qu'ils ont révélé des désirs innommés, ils nous ont entraînés à les suivre, puis ils ont cassé Paris avec les Black Blocs. Et je n'oublie pas le président Trump dans les tweets viraux démantèle ce qui reste de la globalisation multilatérale, etc., etc. Or, maintenant, nous savons que cette planète que nous habitons, depuis très longtemps, bien avant nous, était habitée par des virus et compte tenu des différentes activités que nous avons, ces virus maintenant deviennent de plus en plus menaçants et cette menace est incertaine. Et c'est ça qui interroge l'analyste. Le combat pour la viralité contre la viralité et en même temps l'incertitude dans laquelle se trouve le temps politique, le temps de la science, et que nous devons contenir, mais non seulement contenir, mais nous conduire avec nos patients à nous réinventer, à rebondir. Autrement dit, les agents pathogènes n'étant plus extérieurs, ils résident dans le tissu génétique des humains. Nous accusons les scientifiques et les politiques d'être incertains, mais c'est l'abyssale incertitude des frontières entre la vie et la mort qui nous apparaît. Et ceci va continuer. Le virus n'est pas fini, celui-ci qui nous intéresse, d'autres vont apparaître. Et notre engagement est comment nous préparer à vivre avec ces menaces présentes à l'intérieur de notre corps et avec lesquelles nous avons cohabité depuis des millénaires. Alors, cela suppose que la psychanalyse elle-même se réinvente. Et moi, je voudrais que nous essayions de charpenter notre conversation en nous orientant, si vous voulez bien, Dominique, vers deux pistes. D'abord, quels sont les symptômes, les particularités de cette survivance que nos patients nous ont montrées dans notre clinique? Qu'est-ce que vous a frappé? Et je vous dirai de mon côté, qu'est-ce que j'ai retenu de cette expérience clinique de manière très concrète pour que nous soyons justement dans le concret et non pas dans l'abstraction et dans l'objectalisation de la vie psychique, mais dans sa vivacité en face de la mortalité. Et ensuite, et par conséquent, est-ce que le cadre analytique est interpellé à se réinventer aussi? Et comment? Oui, merci d'ouvrir ces deux pistes. La première me semble pointer vers un fait qui est peut-être pas spécifique à la situation actuelle, mais que la situation actuelle a certainement amplifié. C'est-à-dire que dans les situations d'incertitude, comme vous l'avez nommé, il y a une espèce de réflexe vers des choix qui deviennent binaires, qui deviennent un ou bien, et donc une espèce d'intolérance qu'on voit émerger face à l'ambiguïté. Or, s'il y a quelque chose, me semble-t-il, parmi les nombreux attributs de qu'est-ce que c'est que être un humain, c'est un être essentiellement ambigu. C'est un être essentiellement flou dans sa propre définition, puisque toujours en devenir, toujours en train de se recomposer, de se reformuler sa propre identité, sa propre théorie de lui-même. C'est
Donc, la tolérance à l'ambiguïté me semble quelque chose d'essentiel et me semble mise en danger par la pression du danger, par la pression de l'urgence, par la pression d'avoir à faire des choix. Et on sait combien il y a eu des choix que tant les gouvernements que les individus nous avons eu à faire au cours de la pandémie jusqu'ici et qui risquent bien souvent d'être trop tranchés, d'être trop drastiques, trop binaires et nous conforter dans ce côté de nous qui aimerait bien être du côté de la certitude. Or, on sait que la certitude, elle est très, très dangereuse, dans le sens que la certitude, me semble-t-il, est plus particulière à une expérience psychotique des choses qu'à l'expérience ordinaire, disons. Et que la question de l'incertitude est un des premiers graves problèmes que nous pose la pandémie. Et comment, en tant que psychanalyste, nous pouvons essayer nous-mêmes d'éviter de tomber dans ce piège de la recherche de la certitude et rester des amis, si je peux dire, de l'ambiguïté. Et évidemment, ça se reflète aussi dans notre écoute avec nos patients, et pas seulement, mais avec nos patients en particulier, c'est-à-dire comment garder cette écoute qui ne se laisse pas entraîner dans une compassion béate, je dirais, une compassion primaire qui est celle qui évidemment est suscitée par l'expérience de l'angoisse, du danger auquel nous sommes tous exposés et dont nous parlent nos patients. Comment rester dans une écoute que peut-être je nommerais apathique, comme Laurence Kahn a pu la nommer dans un de ses ouvrages récents, non pas apathique au sens de insensible, non pas apathique au sens d'endurci, mais bien pouvant maintenir la position d'écoute ouverte et ouverte surtout à l'ambiguïté, associée à ce que j'ai pu de mon côté nommer la passibilité à la suite de Jean-François Lyotard, évidemment, la passibilité de l'analyste, c'est-à-dire la disponibilité, la readiness à la manière de Hamlet, tel que lu par Bonnefoy, la readiness qu'il a renommée disponibilité à un moment donné et non pas préparation. Et il me semble que c'est une de nos premières tâches qui est celle d'essayer de rester analyste, pas tellement en se souciant, à mon avis, des changements que la situation impose à notre cadre habituel, pas tellement du point de vue des aspects donc techniques, mais bien dans notre disposition interne. Parce que, comme vous le disiez très bien, la viralité, elle part de l'intérieur et que nous pouvons être tentés, vu les circonstances exceptionnelles, à laisser dériver, à laisser à la dérive, je dirais même, nos principes dans l'écoute psychanalytique et donc verser du côté de ce qui, sous le nom d'une certaine compassion, d'une certaine empathie, pourrait en fait réactiver de façon sournoise en nous le côté séducteur, le côté inhérent à la séance psychanalytique, le côté séducteur du dispositif analytique, mais qui serait à ce moment-ci on laisserait la bride sur le cou à cet animal séducteur de la séance analytique. Je reviendrai sur votre deuxième piste, bien que je l'ai un peu abordée indirectement. Oui. Je suis contente de vous entendre parler de cette notion de readiness que vous avez employée dans un de vos textes que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et qui reprend une phrase de Hamlet, readiness is all. La disponibilité, si on peut prendre cette traduction, mais il y en a d'autres, c'est tout.
Et si vous vous souvenez bien, ce à quoi Hamlet est ready, est prêt, est disponible, c'est la mort. C'est la mort qui l'entoure, qui est dans l'humanité, mais que lui aussi ne refuse pas. Il est agent et victime. On retrouve l'ambiguïté dont vous parlez. Mais finalement, Shakespeare entend sa voix et la pièce se termine avec l'idée qu'il faut garder la voix, c'est-à-dire le message, le sens, et continuer à interpréter cette readiness, cette disponibilité. Et je pense en effet que dans un monde viral qui tend à devenir binaire pour se défendre, la psychanalyse occupe une position extrême, atopique, on va dire, à l'extérieur de ce duo viralité-binarisme. Et je crois que nous aurons beaucoup de comment dire, à la fois de courage, de travail et de mérite, si on arrive à garder cette place que Freud nous a confiée avec cette idée que le combat, c'est le combat pour la vie. Alors, est-ce que ça demande une sorte de distance ou de l'empathie? Moi, je dirais de manière dialectique les deux. Et j'étais absolument frappée par je n'emploierai pas le terme de compassion, mais la proximité que demande la session analytique, fût-elle en téléséance ou en présentiel. Lorsque vous avez des gens qui vous parlent par téléphone ou en venant et qui sont masqués, qui sont avec des gels, qui ont des proches qui sont au bord de la mort et qui vivent avec cette menace de mort. Cela suppose un travail sur soi qui ne doit pas rester dans la distance seulement. Il pourrait reprendre la distance après avoir, je force le mot, épousé le désastre, le trauma. Il nous pose des traumas. Et ces traumas, si l'analyste ne les entend pas, vous avez le discours macropolitique des mesures, des statistiques, l'économie, et le centre de l'humain qui a été révélé par cette épreuve, c'est-à-dire l'humain dans sa singularité, vous le ratez, vous psychanalystes, nous psychanalystes. Donc soyons d'abord à la hauteur du trauma. Et pour ça, il faut se donner à fond. Il ne faut pas écouter avec l'aube de son oreille. Il faut écouter avec l'ensemble de ses chairs. Je me souviens quand je me préparais pour être analyste, de Musan disait « Nous analysons quel est l'organe de l'analyste, ce sont ses zones érogènes. » Oui, mais ça ne suffit pas. L'analyste analyse avec toutes ses chairs. Et si on ne les met pas à l'écoute de ce que nous raconte le patient, il n'y a qu'à faire de la diplomatie ou de l'humanitaire ou de la pharmacie. Mais la vocation analytique est cette coprésence au trauma. Et sans ça, nous ne sommes pas à la hauteur du phénomène. Moi, je vous demandais quel type, mais vous nous direz dans la suite de notre conversation, quel type de phénomènes psychiques nous ont frappés pendant cette période. Évidemment, nous entendons tout, mais il y a un bruit. Ce qui m'a frappé, moi, si je dois résumer quelques-uns des patients qui m'ont parlé, c'est la solitude. Est-ce que vous entendez des bruits? Moi, j'entends quelque chose. Il y avait un écho, mais je crois que... On va faire attention. On va faire attention. Oui, c'est la solitude, mais qui était une solitude déjà préparée par la situation pré-virale. C'est la solitude de l'internaute qui se croyait connecté, mais qui était isolé. Il ne suffit pas d'être connecté pour ne pas être isolé. Et c'est cette solitude, se retrouvant dans le cadre familial où d'autres isolations apparaissent, est devenue extrêmement toxique. C'est la mousse de l'effondrement psychique qui devient toxique et qui essaye d'exploser
sous une forme qui brise les cadres du collectif dans lequel on est. Donc, c'est cette solitude toxique en mousse, parce que fragmentée, pas consciente d'elle-même, qui vous échappe et qui vous saute à la figure, qu'ils essayaient de nous communiquer et que l'analyste que je suis, que j'étais pendant cette séance, a pu capter. Et l'autre, mais ça va dans le même sens, c'est ce que j'appellerais le noyau phobique central. Et ça me fait penser à un travail, ce noyau phobique central est associé par certains collègues. Je suis en train de relire le travail de Ilse et Robert Barrand sur les perversions que nous allons republier dans la revue française de psychanalyse, où ils parlent du rapport qu'il y a, et pour Freud aussi, mais c'est moins direct, on l'entend dans Moïse et le monothéisme, entre cette position phobique centrale et la néothénie, c'est-à-dire le fait que nous sommes nés inachevés et qu'il y a une sorte de fragilité co-substantielle, coexistentielle à l'être humain. Face à la maladie, face à l'épidémie, c'est cette néothénie, cette fragilité de l'humain qui, par la régression, s'est livré à l'analyste. Et moi j'ai essayé de l'entendre. C'est-à-dire que notre finitude d'humain nous fait penser au fait que nous sommes fragiles, que nous sommes infantiles, et cette dépendance de l'infantile s'est manifestée sous la forme d'une sorte d'inexistence, d'effondrement non pas mélancolique, d'effondrement phobique. Et je pense qu'on va aborder à partir de là peut-être ce que notre clinique a eu de particulier, à savoir d'écouter au téléphone, de ne pas voir et de ne pas recevoir, mais d'écouter ceux qui, étant dans une solitude explosive ou dans une phobie de désintégration, ont quand même accepté de nous parler. Moi, j'avais l'impression, avec le téléphone à côté, auprès du patient, soit sur un lit, soit sur une chaise, et moi l'écoutant sur le mien, de ne pas avoir un objet, comment pourrait-on dire, technique, quelque chose qui serait un outil de protection, un geste de protection comme ça artificiel, mais au contraire une membrane qui nous permet d'entrer par la voix du patient et par mon écoute dans ce trauma et d'essayer de l'entendre. Et une phrase de Proust m'avait frappée, que je ne comprenais pas très bien puisque j'ai beaucoup travaillé sur son œuvre, mais en écoutant ces patients parlant de leur solitude, de leur désintégration et exhibant ce noyau phobique, il parle de craquement organique des boiseries, le craquement organique des boiseries de la parole. La parole craque, et dans les intonations, dans les néologismes, dans l'inexactitude, on entend l'impossibilité d'être, un craquement de l'identité elle-même qui se cherche. Par rapport à ça, vous avez raison de dire, il ne faut surtout pas se laisser séduire, cajoler et essayer de réparer. Il faudrait trouver un son, une interprétation ou pas, savoir tout simplement parfois l'accueillir, mais c'est cette place qui me paraît essentielle à maintenir dans des états de crise. Et oui, bon, est-ce que vous ne parlez pas en fait de l'ambiguïté même de la position de l'analyste, à savoir que bien sûr la situation actuelle qui est tout à fait nouvelle, qui est tout à fait inédite, bien sûr elle ouvre des dimensions qui d'ordinaire restent en arrière-plan. Et toute cette question de vous dites trauma, bon, je ne sais pas si on dirait trauma dans l'expérience de mes patients, mais en tout cas certainement une reconfiguration, bien sûr, des problématiques. Et je pense que la disponibilité ou la passibilité dont je parle fait tout à fait appel à ce que vous avez très bien nommé,
le fait d'écouter avec sa chair. Et vous avez d'ailleurs parlé aussi de la chair des mots. Et il me semble que ça, c'est important, cette incarnation de l'expérience analytique qui n'est pas une expérience abstraite au sens banal du terme, comme on a tendance à l'imaginer, ou intellectuelle. Mais en même temps, il me semble que la situation actuelle nous expose au risque de se dire à situation exceptionnelle, laissons filer les choses. Il me semble que tout analyste que l'on soit, on peut être trop tenté d'oublier. Je donne un exemple. Un patient qui s'inquiète à chaque séance de ma santé. Est-ce que vous avez été exposé au virus? Bon, bien sûr, c'est sa propre empathie à mon égard et c'est le besoin qu'il a que je reste en santé pour pouvoir continuer à l'écouter. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus là-dedans la possibilité, et j'entrerai pas dans les détails du cas, mais la possibilité qu'il y ait là aussi un transfert avec un souhait de mort à mon égard qui, bien sûr, n'est pas pensable au moment où il est formulé sous forme d'inquiétude, mais que je serais peut-être trop tenté d'ignorer, étant donné que l'apparente situation présente justifie à l'envie, justifie énormément ce questionnement répété. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes à l'abri du virus, etc. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens de, c'est là que j'appelle, c'est l'aspect qui, combiné à la disponibilité, combiné à la passibilité, qui veut dire passibilité, à l'origine, c'est un mot qui désigne être susceptible d'une expérience de douleur. Donc, bien sûr, l'analyste doit être capable de ça, sans quoi on est comme vous disiez, dans la diplomatie. Mais qu'en même temps, la situation, c'est un peu une mise en garde que je fais à moi-même. C'est-à-dire, la situation actuelle, avec son exceptionnalité, risque de me faire perdre de vue ce qui est d'habitude plus présent à mon esprit, c'est-à-dire le fait que les souhaits inconscients, que les pulsions sont toujours à l'œuvre et qu'elles peuvent profiter très bien de la situation pour se faufiler sous des airs d'empathie et d'authentique souci, qu'ils sont en même temps. Et c'est là le retour à l'ambiguïté dont je parlais. Mais je crois qu'on est d'accord avec d'autres vocabulaires. Quand je dis que j'entends le trauma, je ne dis pas que les gens parlent forcément de leur trauma, mais j'entends le trauma potentiel dans ce qu'ils disent. Par exemple, une patiente qui ne m'a jamais parlé du fait que sa mère était folle, mais qu'elle avait une mère difficile, commence à me raconter des détails de cette folie. Et le fait de me le déposer est une manière de me charger de cette folie. Donc, il y a un acte de confiance, mais aussi d'agressivité. Je l'entends que, voilà, prenez ça tenez ça et débrouillez-vous avec ça. Il y a une grande... L'inconscient n'est pas qu'un appel de contenance. L'inconscient est un appel pour la désintégration de celui qui va contenir. Donc, toute cette ambiguïté de la relation analytique devient d'autant plus aiguë. Et ce qui fait que l'impression que nous avons, moi en tout cas j'avais, était de me donner à fond à la fois dans l'écoute et dans l'interprétation, dans la mise en élucidation de l'acte agressif qui habite le patient et qui m'est déposé. C'était très sensible aussi de la part de notre patient dont j'entends parler en supervision, qui est en position absolument idéalisante de son analyste, mais qui, en revenant après les écoutes par téléphone, trouve que les produits qu'il emploie pour assainir sont tuants, toxiques, etc. Et donc, c'est une manière de dire à son analyste, vous êtes toxique, vous êtes tuant et je ne vous supporte pas. Donc, cette ambiguïté, il faut l'entendre. Et quand nous l'entendons, nous ne sommes ni dans la contenance, ni dans le déni.
quelques-uns de mes amis la SPP m'ont dit, mais on est sorti du confort. Moi, je pense qu'on n'est jamais été dans le confort. Si on est analyste, on n'est jamais dans le confort. Mais là, il y avait un appel à la vitalité de l'analyste, à sa capacité de s'identifier avec le trauma et de la traverser, que Freud nous demande quand on nous dit le combat de l'espèce humaine pour la vie. Il faut entendre la chute, la désintégration, mais allons, et là je vais prendre un autre exemple littéraire parce que ça me paraît à la fois moins technique et peut-être plus parlant, essayons de faire de ce trauma une expérience intérieure. C'est ça le rôle de l'analyste, c'est là la subjectivation. Et à chaque fois, il faut trouver une métaphore, un récit, ne rien dire, etc., pour que ce trauma devienne une expérience intérieure. Et qu'est-ce que l'expérience intérieure? Je donne la définition de Georges Bataille que vous connaissez parce que vous êtes un grand connaisseur aussi à travers la planche et autres de la littérature française vous-même. C'est l'approbation de la vie jusque dans la mort. L'expérience, l'approbation de la vie jusque dans la mort. Et ça suppose quoi? Dit Bataille, ça suppose une contestation permanente. Il faudrait que nous entendions quand le patient parle, y compris quand il se plaint, ou quand il nous complimente, ou quand il nous attaque, que c'est une contestation qu'il nous amène. Parce que ces gens qui sont... Je vais faire une apologie de l'analyse dans ce monde viral. Quand quelqu'un accepte de faire une analyse, c'est qu'il conteste son repli sur soi, il conteste les modèles qu'on lui donne, et il me demande de trouver d'autres modèles, c'est-à-dire des modèles ouverts. C'est une contestation permanente de retrait en soi et une ouverture vers l'autre qu'il ne connaisse pas. Il y a de l'autre, mais il ne sait pas qui il est. Et vu que l'autre est incertain, nous, ce que nous donnons dans ce cheminement incertain, c'est le provisoire de l'interprétation, mais c'est ouvert et ça reviendra et ça va continuer. Et je suis là. Je suis là et je participe. Voilà, à cette expérience intérieure. Je pense que c'est la leçon, en tout cas pour moi, de cette expérience que le Covid nous a imposée. Et la psychanalyse est dans un lieu privilégié. Essayons d'être à la hauteur de cela. Alors, ce que je disais à propos de la technique, je pensais plutôt au débat que nous avons entre est-ce qu'il faut accepter de faire ce travail-là par téléphone. Moi, je dis oui quand il n'y a pas d'autre solution, provisoirement et avec le mode de vie d'aujourd'hui qui balance à travers le monde nos collègues souvent, etc. Mais essayons de voir aussi le côté agressif de cette utilisation, interprétons-le et surtout n'abandonnons jamais le présentiel. L'analyse se fait par le présentiel. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenir le cadre parce que j'analyse avec la chair des mots, mais avec tous mes sens. Louis, Colette le disait, le plus abstrait, le plus intellectuel des sens. La voix est très corporelle, mais ça ne suffit pas. La position, les gestes, nous que nous voyons maintenant, nous communiquons mieux que par SMS, l'odeur du cabinet et la sensation qui contient la désintégration, qui est l'élément contrephobique, pas seulement contenant, mais poussant la phobie vers une incarnation nouvelle, donc vers une transformation, vers une interprétation à travers le corps de l'autre. Vous voyez, moi qui suis lacanienne, je suis pour le lacanisme incarné. C'est par le corps de l'autre que passe le signifiant. Donc maintenant, le présentiel à tout prix. Et que le reste devient possible. Il ne faut pas diaboliser le remote analysis, mais que ce soit un pis-aller et qu'on essaye de voir de deux côtés l'éclipse de l'humain et la possibilité de survie. Je vous suis tout à fait là-dessus et je me disais que, comme pour toute autre chose, la pandémie a été un amplificateur, a été quelque chose qui a mis à plus fort grossissement la caricature de communication qui était devenue, que ce qui est devenu et qui est encore toutes ces possibilités techniques par Internet et autres.
et que si on peut espérer quelque chose de cette expérience, c'est le désir qui se manifeste dans d'autres domaines que le nôtre aussi, le désir de revenir à quelque chose de plus simple, de plus proche, y compris même au niveau de la consommation, par exemple, en se rendant compte que la globalisation, les fruits et légumes qui nous viennent de l'autre côté de la planète, que c'est peut-être pas la meilleure idée au monde, et que la proximité et donc l'expérience du voisinage est beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus essentielle qu'on était porté à le penser quand tout apparemment allait relativement bien. Et donc, qu'il y a ce nouveau visage de la corporéité, parce qu'il s'agit, comme vous dites très bien, de faire jouer toutes les dimensions sensorielles de l'expérience analytique et en même temps de nous confronter à la présence du corps comme comportant le risque de cette présence qui est évité. Il y a un aspect contraphobique, je pense, que vous mentionniez, qui est dans la relation à distance, c'est qu'il y a moins de danger de passage à l'acte corporel, je dirais. Et donc, il y a une espèce d'évitement là du danger qui doit pourtant être constamment présent pour que quelque chose du drame psychanalytique, si je peux l'appeler comme ça, prennent corps et prennent vraiment des dimensions suffisamment fortes pour non seulement nous inquiéter, mais surtout nous inciter à voir combien nous sommes engagés dans la relation transférentielle. Alors, c'est sûr que la décorporéisation, si je peux dire ça comme ça, que nous procure l'analyse à distance est un vrai problème. On peut continuer comme un pis-aller, comme vous dites, on peut continuer et dans certaines situations, même en dehors de la pandémie, il est possible qu'on soit obligé de faire l'analyse à distance. Je pense à une collègue américaine qui a fait une magnifique présentation il y a 2 ans à Chicago où elle parle d'une analyse avec un patient qu'elle a commencé à voir aux États-Unis, mais qui a ensuite dû retourner dans son pays en Inde. Et le patient voulait absolument continuer. Alors, elle fait depuis une analyse à distance, à longue distance. Le patient revient de temps en temps aux États-Unis et la rencontre, mais essentiellement, ça se passe à cette distance. Et pourtant, il semble bien y avoir quelque chose d'un processus analytique qui se déroule tout à fait bien. Donc, je dis, ça se peut aussi en temps normal, mais qu'évidemment, la plupart du temps, il faut tenir compte de cette présence corporelle avec tout ce qu'elle interroge au-delà du langage aussi, hein, parce que le corps ne peut pas se réduire au langage et que l'expérience analytique à distance risque trop de nous faire nous en tenir. Oui, le grain de la voix continue à être présent, mais ça risque trop de nous faire nous en tenir à la seule parole et à oublier l'importance de cette présence non langagière qui peut être à la fois séductrice, mais aussi inquiétante de ce corps qui ne se laisse pas totalement traduire en langage. Et donc, il me semble qu'effectivement, je vous suis tout à fait de ce point de vue-là. La question qui se pose aussi, me semble, avec la corporéité, c'est évidemment que dans l'abstraction de la relation à distance, on risque de perdre aussi temporairement de vue quelque chose qui pourtant se présente dans les mots, c'est-à-dire la question que vous aviez abordée tout à l'heure en mentionnant à quoi s'exposait la readiness d'Hamlet, c'est-à-dire la mort et la mortalité. Hein, vous avez mentionné dans une conversation précédente qu'on a eue comment c'est la passagèreté dont il faut aussi se préoccuper. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Oui, mais écoutez, je travaillais bizarrement, vous voyez, on se rencontre sans le vouloir et nous sommes destinés à nous rencontrer grâce à Virginia aujourd'hui. J'avais relu Hamlet à cause de Dostoïevski. Parce que un des personnages de Dostoïevski le cite, etc.
Et ce passage, Readiness is all, conduit en effet à penser à la mort. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'ouvre? Il s'ouvre une phrase que je ne saurais dire en anglais shakespearien, mais il est question de s'identifier avec la pauvreté et de penser à la justice. Et c'est très, ça nous ouvre du côté des implications éthiques de notre démarche. Et je dis qu'il n'y a pas de politique de la psychanalyse, mais la psychanalyse est dans le politique. Et quand nous travaillons sur cette subjectivation, affirmation de la vie jusque dans la mort, et que nous essayons de réveiller une subjectivité en contestation de son repli et en mouvement vers autrui, eh bien, nous affrontons à la vulnérabilité, à la pauvreté, c'est le terme mal, au handicap, au féminin, compris dans le sens archaïque du terme, et contre lesquels se sont déchaînées beaucoup de crises de ce noyau phobique qui explosait en manie anti-femme, etc. On va peut-être y revenir. Et donc, il y a cette espèce de prise en compte de la vulnérabilité sous toutes ses formes et en même temps, les questions de la justice, c'est-à-dire construire une nouvelle éthique. Une éthique qui n'est pas fondée sur les normes, bien que les normes soient toujours sous-jacentes et il est impossible de sortir du binaire puisque le langage est binaire. Les phonologues ont montré que sans le binarisme, il n'y a pas papa, maman, et chaise, et pèse, etc. Donc, tout est fait avec des discrétions binaires. Mais l'éthique, contrairement à la morale qui est fondée sur des normes duelles, l'éthique est fondée sur des choix. J'ai le droit de choisir. Et c'est le degré zéro de la liberté. Alors, la liberté n'est pas une notion analytique. Moi, j'ai fait il y a quelques années une conférence au Canada, justement, on m'a demandé de parler de liberté et psychanalyse, et j'ai fouillé partout. Freud pense surtout au fait que l'humanité, dans le refoulement, essaye de se restreindre les libertés pour se protéger. Il y a le refoulement, il y a le surmoi, et la liberté est vue comme transgression. Eh bien, il y a ces dimensions-là, mais il y a les dimensions créativité, il y a la dimension innovation, il y a une dimension ajustement, et il y a ces dimensions que Simone de Beauvoir, et ça me permet de parler des femmes, parce que Virginie a pensé qu'on va parler aussi de féminicide en temps de Covid. Simone de Beauvoir disait que la liberté, c'est les capacités de se transcender pas forcément en haut, mais à côté, avec les autres. Et donc, c'est ces dimensions que l'analyste, non pas formule, mais pratique avec l'analysant. Parce qu'il se transcende dans l'autre et il demande à l'autre, au patient de se transcender en lui. On instaure une altérité, une mutualité à travers le langage. Et cette capacité comme valeur ultime, d'après Covid, une mutualité est possible. Allez-y, je suis là et on va encourager cette mutualité. Je crois que c'est ça qu'on donne comme forme de liberté modeste, minimale, atomique, mais pas virale, qui résiste à la viralité. Ou plutôt qui ne résiste pas, mais qui la repousse, qui repousse et la virilité et l'effondrement. Alors, peut-être 2 mots, nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps parce qu'il y aura des questions. Donc, parmi cette explosion du noyau phobique en maniaque et en homicide, a pris la forme d'aggravation de féminicide, semble-t-il, en temps d'épidémie. Alors, 1001 explications de cela, on ne pourra pas les épuiser. Mais je voudrais rejoindre cette question à la question du care, du soin. Le care qui est devenu un concept social grâce aux sociologues britanniques Michael et Margaret Rustin et Alfred
Arnold Alfred, bon, j'oublie son nom, qui ont pris le concept kleinien de réparation et ont demandé à l'État d'être plus sensible, plus émotif et plus gratifiant, donner des bourses, budgétariser maintenant les plus faibles, etc. Eh bien, dans le contexte du Covid et dans les familles, on va dire banales, si ça existe, le care tombe souvent comme besoin, comme nécessité, comme acte effectué par les femmes, les mères de famille. Et cette situation-là donne au féminin une sorte de valeur, de position d'autorité qui n'existe pas ailleurs et qui se confronte à ce noyau phobique des autres participants de la famille qui se sentent écrasés par cette emprise de care féminin. Il y avait des réactions contrephobiques de ce type au niveau social en France quand l'État se met à soutenir les syndicats ou telle autre organisation et on disait que l'État devient the big mother. C'était une espèce de peur des ténors médiatiques contre un État trop maternel. Eh bien, la puissance du féminin, moi je pense, c'est pour dire que le féminicide ne renvoie pas pour moi à une faiblesse, à une soumission des femmes ou à quelque chose qui serait perçu comme leur castration qui renvoie à la castration de l'homme. Il y a de ça aussi. Mais c'est finalement dominé aujourd'hui par la capacité des femmes de faire face au désastre, de s'affranchir de la domination et d'aider les autres. Dans cette position de care, on leur confère une place d'autorité qui est insupportable par le traumatisme. Et donc, provoque ce type de réaction. Un grand travail de rééducation, d'éducation, de pédagogie, d'accompagnement des garçons depuis l'école, depuis la maternelle, pour sortir du monde binaire et parler au moins de la bisexualité psychique des uns et des autres, pour envoyer au dernier Freud, sans parler de nouveaux travaux sur le genre, etc. C'est encore un champ qui s'ouvre qui est un des bénéfices, pourrait-on dire, à travers de Thomas sort bien à travers ce désastre qu'est le féminicide. Je me suis aventuré à penser à propos de cette augmentation de la violence domestique et des féminicides, à faire une analogie avec ce que décrivait Freud dans les premières pages de son texte sur le narcissisme, c'est-à-dire quand il y a un désinvestissement de la réalité extérieure, qu'il y a une rentrée de libido dans le sujet et que cette libido demande des tâches pour lesquelles le sujet n'est pas prêt, et donc ça se traduit dans le cas que donne Freud, c'est dans la psychose, c'est-à-dire dans soit la mégalomanie ou l'hypocondrie de l'expérience de rupture psychotique, mais sans parler de psychose. Est-ce qu'on pourrait pas dire que cette soudaine rupture avec les investissements venant du monde extérieur et qui font qu'il y a tout un repli sur le domestique, qu'il y a une quantité d'énergie qui vient amplifier des problèmes déjà existants, bien sûr, et qui vient donc donner une issue dans l'agir, dans le passage à l'acte violent, parce qu'il y a une difficulté, et ça rejoint peut-être une question qu'on a à peine effleurée tout à l'heure, qui est celle de comment subjectiver une expérience aussi dérangeante que celle de cette rupture sociale qu'a amené la pandémie, comment l'élaborer psychiquement et comment cette difficulté d'élaboration psychique vient amplifier les problèmes déjà existants au sein du couple, par exemple, et donner lieu à une plus grande probabilité de passage à l'acte violent bien sûr, quand les prédispositions sont déjà là, couplées aux 1001 autres facteurs auxquels vous avez fait allusion. Évidemment, ce serait trop simpliste d'expliquer par ce seul facteur,
mais au niveau métapsychologique, il me semble qu'on peut comprendre aussi cette non-disponibilité des individus à absorber et à élaborer une quantité de libido devenue disponible du fait de la rupture avec les engagements sociaux préalables, que ce soit au travail, dans les amitiés, dans les activités à l'extérieur de la maison, quelles qu'elles soient, etc. Oui, on a déjà signalé, et même les autorités, le gouvernement le fait, la distanciation sociale, le fait de s'extraire du champ social a aggravé les maladies mentales, dit-on, quand on s'occupe de santé mentale. Parce que justement, les dérivations, les canaux qui prennent des libidos à travers telle ou telle activité, ne serait-ce que la promenade ou les voisins ou aller jouer au golf ou à la pétanque, enfin, sans parler du travail, ceci n'existant plus, l'accumulation de la libido explose des terrains déjà fragiles. Et notamment, je tiens à cette histoire d'inachèvement humain et de noyaux phobiques qui me paraissent être radicaux et qui se recouvrent d'autres notions freudiennes comme la castration, l'abandon, la passagèreté aussi, la peur de la mort, etc. Mais comme par hasard, c'est la violence sur les femmes qui devient le symptôme. Donc le féminin étant le seul agent social, parce que c'est elle qui va faire les courses, l'alimentation c'est plutôt les femmes qui... Bon, maintenant ces choses s'équilibrent, mais dans les domaines classiques de l'humanité, c'est le rôle de maintenir le lien social et l'alimentation relève de care, revient à la femme. Et c'est cette topicalisation encore du féminin comme agent de la société attire la violence. Cette dimension est à prendre en considération. Et je crois que il faut... La prise en compte de la fragilisation de l'humain par l'épidémie n'est pas assez prise en considération. Et je crois que c'est le rôle de la psychanalyse de le faire entendre. J'ai entendu par hasard par des amis qui sont liés à cette dimension de l'actualité, c'est-à-dire la recherche de vaccins. Parmi un des grands spécialistes de l'épidémiologie et de la microbiologie, qui est un monsieur d'origine belge créé aux États-Unis, qui s'appelle Peter Pio, qui a été directeur de ONU-SIDA, donc il a travaillé beaucoup contre le sida, qui était co-découvreur de l'Ebola, a eu lui-même le virus, et de manière très grave. Et il a écrit un texte disponible sur Internet où il parle de l'état entre vie et mort que comportent les séquences de virus. Et parce qu'il est peut-être concerné, parce qu'il connaît combien le virus est vivant encore et nous menace, combien ce qu'on appelle virus, comme disait François Jacob, on ne sait pas si c'est un concept, une molécule ou un organisme. Toutes ces incertitudes le conduisent à dire, et c'est rare parmi les gens de la santé qui ont une place politique, il faut s'occuper des humains et faire un accompagnement personnalisé des individus qui sont menacés, de tout le monde. Et donc, c'est un homme comme ça que la présidente de l'Europe, Ursula von der Leyen, a choisi comme conseiller. Je me disais que nous, psychanalystes, on peut aller plus en avant et conseiller cette prise en charge de type psychanalytique, évidemment avec toutes les adaptations que cette psychanalyse peut avoir dans certains centres, certains lieux de vie. Je parle à des maisons d'adolescents ou des maisons des seniors, etc. Notre écoute peut mettre en évidence cette fragilité et lui permettre de se subjectiver dans une plus belle longévité.
Merci. Je vais vous interrompre parce que si nous faisons de la place pour quelques questions, 2 ou 3, c'est l'heure. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord. Merci, merci beaucoup. On pourrait continuer pour 1 heure, 2 heures de plus parce que cet échange est très intéressant et à la fois mobilisateur. Comme je l'ai dit au début, nous avons un espace très limité pour les questions et nous en retiendrons que quelques-unes. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui vont être laissés de côté, mais nous le ferons enregistrer, nous les aurons et ils nous feront sûrement continuer à réfléchir. Vous voulez que je pose 1 ou 2 ou 3 et vous si vous pouvez, je veux lire la première. On y va. La première, c'est un commentaire et une question. Je pense qu'il est devenu nécessaire de penser à nouveau la place qu'occupe la vie communautaire dans les séances et le fait de vivre dans le même contexte que nos patients. Et la demande est si nous avons appris quelque chose de l'expérience de COVID. C'est la première. Vous voulez que je lise des autres ou vous voulez dire brièvement quelque chose à propos de cette question? Comme vous voulez. Peut-être qu'on répond à chacune. Qu'est-ce que vous pensez, Dominique? Oui, prend les questions une après l'autre. Oui, une après l'autre, oui. Je vais lire une après l'autre. Je vais lire 3 et non, mais on répond à chacune, on va les oublier. non, mais vous voulez, les questions communautaires, qu'on vit dans la même communauté. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. On est dans un contexte global, donc on vit dans une nation et dans l'humanité à travers Internet. Nous partageons le même destin social. Je crois que c'est à ça qu'on répondait. La viralité n'est pas un phénomène intime. Il devient intime dans un contexte qui est le même. Je suis aussi menacée, peut-être même plus comme personne à risque à mon âge que le patient de 30 ans. Mais on est dans la même épreuve humanitaire et ça donne à la psychanalyse une portée, ce que j'appelais à la fin de notre conversation, éthique, qui peut intéresser l'humanité, n'exagérons pas, mais au moins quelques acteurs du champ politique pour mettre la personne au centre du projet politique. Et la question était, est-ce que nous avons appris quelque chose à propos de la vie dans la pandémie, à propos de l'importance de la vie communautaire? Je crois qu'il a répondu. Oui. Dominique, vous voulez dire quelque chose? De façon paradoxale en même temps, parce que ça nous a rappelé, peut-être en avions-nous besoin, mais peut-être pas, ça nous a rappelé que nous sommes tous mortels et que nous sommes tous exposés au même danger. Mais en même temps, ça a rendu, comme je disais au début, la situation paradoxale parce que même les gens les plus proches de nous, il a fallu nous en protéger. Et ça, c'est une expérience tout à fait inédite parce qu'on aurait cru qu'on peut recevoir nos enfants, et c'est nos enfants, ils ne sont pas dangereux, etc. Eh bien non, il faut s'abstenir de recevoir nos enfants à dîner parce qu'ils peuvent, à leur insu, être des porteurs asymptomatiques et ainsi de suite. Donc, ça nous met dans une situation très particulière, très inédite. Donc oui, ça, je pense que ça, en tout cas, ce que ça crée en moi, je peux parler à titre personnel, c'est comme un appel d'air, un appel très fort pour et un souhait de retourner le plus vite possible à une communauté vivante et de proximité qui nous manque terriblement, mais ça nous a fait faire l'expérience d'une étrange situation où même nos êtres les plus chers, s'ils ne vivaient pas sous le même toit que nous, sont devenus
des dangers potentiels. Et donc, l'aspect de la communauté, disons, on en a fait l'épreuve par le négatif. Mais est-ce que, je vais vous contredire, est-ce que le psychanalyste n'est pas là parce qu'il sait que l'autre est dangereux? Oui, oui, c'est ce que je disais au début. Est-ce qu'on apprend, quand on vient se plaindre parce qu'on n'a pas de libido ou parce qu'on a peur, c'est parce qu'il a peur de l'autre? L'idée de la peur d'autrui est aussi coextensive à l'existence humaine que notre passagèreté. Alors, la psychanalyse était prête à comprendre ça. Évidemment, cette dangerosité de l'autre peut prendre des formes liberticides. On ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas sortir, mais le fait de savoir qu'il y a des limites, qu'il y a des dangers dans l'altérité, si vous ne le savez pas, c'est pas la peine de sortir dans la rue. Et puis, c'est pas la peine de faire une psychanalyse. Seulement, il faudrait dans la subjectivation, le processus optimal que l'analyse doit apporter, pouvoir vivre avec ces limites, les accepter, les moduler, les étaler dans le temps, et que les civilisations ne se fixent pas sur des héritages du passé. On vit comme ça et on s'embrasse et on vit autrement mais qu'ils arrivent à s'adapter de la manière la moins morbide et la moins liberticide. C'est à ça que nous sommes exposés. Comment vivre avec la menace que nous avons créée, que nous, par le consumérisme, par l'hyperlibéralisme, par l'écologie dévastatrice, et comment vivre avec ça en acceptant certaines limites. Moi, dans un entretien, j'avais dit que les questions, c'est la solitude, la mortalité, le néoténie et les limites. On n'a pas parlé des limites, mais la place des limites, la place des contraintes est quelque chose qui font partie du pacte social et que nous devons à la fois accepter et en même temps mettre le haut là pour que ça ne devienne pas un totalitarisme. Et voilà, c'est cette dialectique, encore une fois, comme vous disiez, entre le proche et le lointain, la vie et la mort, ces incertitudes que nous élaborons en permanence et sont données comme des dogmes, nous les élaborons dans leur évolutivité. Je ne crois pas que nous disions le contraire. Comme je disais au début, je crois que la pandémie a eu le mérite, entre guillemets, de nous révéler ce que la psychanalyse sait depuis toujours, depuis Freud, mais qui généralement, disons, passe à l'arrière-plan. Quand on rencontre des amis, des êtres chers, on ne pense pas à la chose, on ne pense pas à l'étrangèreté à l'intérieur de l'autre connu et aimé. Mais que cette fois-ci, nous avons été brutalement exposés à cette expérience que oui, l'autre pourrait matériellement être dangereux pour nous et que ça, c'est inédit et je crois que c'est une source de terreur et d'anxiété, d'angoisse. Et de créativité. Je ne peux pas l'embrasser, mais nous pouvons faire autre chose. Oui, bien entendu. Moi, je suis pas optimiste. Pessimiste, on peut faire autre chose. Il y a des familles qui ont très bien, familles ou groupes ou couples, etc., qui se sont effondrés et d'autres qui ont trouvé d'autres formes de communion. Mais bien sûr. L'humanité a la vie insoupçonnable. Parions sur la vie. Oui, bien sûr. J'ai deux questions qui, je crois qu'elles se mettent dans la ligne. La première, c'est l'hyperconnexion a effacé les traces d'un registre singulier de la subjectivité de chacun. L'hyperconnexion nous a fait croire que nous étions un ensemble homogène en possédant les objets que le marketing a offerts comme icônes, qui promettaient une appartenance. Comment pourrions-nous, je crois que c'est les analystes, récupérer le registre subjectif de chacun de nous-mêmes? Et il y a une autre question. Pourquoi pensez-vous, et il se répète, il me dit ici, que le virus vient de l'intérieur de l'homme? Je crois que c'est à propos de quelque chose que Julie avait dit
au début de la conversation. C'est une question et j'ai une autre 5 minutes. Oui, il y a beaucoup de questions dans celle-ci. D'abord, c'est vrai que c'est ce qu'on a dit tous les deux de différentes façons, que l'intercommunication, l'hyperconnexion avec tous les bénéfices que ça nous apporte, de rapidité, de communication avec la mémoire du passé, ouverture de nouvelles possibilités techniques, etc., à écraser l'espace intérieur. On est réduit à un clic et à une rapidité d'expression, et la dimension avec les affects, les pulsions de vie et de mort, les catastrophes individuelles, l'intimité impartageable se réduit de plus en plus. C'est pour ça que la psychanalyse est le lieu, l'antidote, pas le vaccin, mais j'appelle moi le contrefort qui repousse cette mousse de solitude toxique et enragée qu'est l'intériorité de l'internaute le plus symptomatique, celui qui devient raciste, qui devient antisémite, qui devient toxique et pense à la vengeance, etc. Alors, les personnes qui sont capables de cette expérience que nous, par notre existence, nous sollicitons, mais c'est eux qui viennent, c'est leur désir qui compte, et c'est deux désirs qui se rencontrent quand on fait le pacte analytique. Ce ne sont pas des personnes passives qui acceptent un travail qu'on leur impose. Ils sont de passage, et ils ont le sentiment de la passagèreté, et ce sont justement ceux qui sont persuadés, qui parient sur la possibilité de rebondir. Donc, d'une certaine manière, nos analysants sont des héros survivants de cette banalisation que provoque l'hyperconnexion. C'est à la psychanalyse de se montrer capable d'être à la hauteur de leurs demandes et de leur ouvrir des voies qu'ils méconnaissent en principe. Alors, pourquoi je dis que le virus est à l'intérieur? Parce que d'abord, ils étaient là avant nous, donc ils sont extérieurs évidemment à l'humanité, mais ils accompagnent notre évolution, et il est fort probable, comme le disent diverses sciences, que la déforestation, la mise à mort de certaines espèces, tous les bouleversements écologiques, la globalisation, tous ces phénomènes le néocapitalisme sauvage, toutes ces inégalités, pauvreté abyssale qui se creusent, font que la viralité apparaît plus qu'auparavant à la surface de l'humanité, et ces ravages sont immédiatement communiqués, deviennent affolants et pathétiques. Donc, cette viralité va continuer, parce que l'homme est l'acteur, participe à cette révélation, à cette existence des virus, que je dis qu'ils sont déjà intérieurs à nous. Et puis, il y a le deuxième moment où ils sont intérieurs à nous. Peut-être que vous et moi, on est des porteurs asymptomatiques, et nous sommes quand même en alerte par rapport à cette présence à l'intérieur de nous de cette pandémie. La menace est en nous de ce point de vue aussi. Dominique, tu veux dire quelque chose? Oui. Et après, on lit. Je vous lis un controverse. Je crois que c'est controversial la prochaine. Je ne peux pas ne pas penser à la viralité du sexuel, du sexuel transmis par la séduction originaire. Je pense à Laplanche, comment Laplanche l'a théorisé. Comment donc il y a un aspect de la contagion du nouveau-né dans l'état de néothénie dont parlait Julia tout à l'heure, qui est nécessaire et inévitable, et qui fait en sorte que cette contagion, cette viralité, elle a toujours existé, sans même parler des virus matériels, biologiques. Il y a donc cette
viralité qui est là avant même qu'on arrive au monde et qui va nous contaminer dès la naissance et qui fait en sorte que justement cet autre est quelqu'un à la fois du côté du care, c'est le Nebenmensch, c'est l'autre secourable, et c'est l'autre tout autre, comme dirait l'autre, qui est et qui est porteur donc de cette chose étrangère. Mais je voulais brièvement revenir à la question de la subjectivité et l'hyperconnectivité et la subjectivité. Ça me semble important de souligner cet aspect-là, comment cette hyperconnectivité, et comme le disait très bien Julia, être connecté, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la solitude. Il y a donc, à mon avis, une surenchère qui se fait à ce moment-là du côté de ce qu'on pourrait appeler la psychologie de masse, comme je le disais au début, c'est-à-dire une subjectivité et même une apparente intersubjectivité, mais qui n'est pas la vraie subjectivité, qui est une sorte d'aliénation dans une pensée, dans un prêt-à-penser, dans un préfabriqué, dans les théories de complot et ainsi de suite, qui nous entraîne vers une apparence de pensée, une apparence de subjectivité. Et dans un travail que je suis en train de terminer en ce moment, j'ai commencé à sentir la nécessité d'opter plutôt que pour subjectivité, puisqu'il y a cette possible fausse subjectivité, que peut-être nous devrions parler de quelque chose qui a été introduit dans les années 60 par Eliane Valency-Lévy, la subjectalité. De parler plutôt de subjectalité. Subjectalité, c'est Viviane Chetrivatine en Israël qui a repris ce concept-là dans ses écrits, et je trouve ça très intéressant comme idée, non pas pour introduire de force un nouveau concept, on ne manque pas de concept, mais juste pour faire bien la différence entre une subjectivité qui peut être facilement piratée du côté de la psychologie de masse, comme une intersubjectivité, mais qui est de l'ordre comme disait Freud, beaucoup plus du lien érotique que de la pensée et de l'épreuve de réalité, pour parler plutôt d'une subjectalité qui serait l'émergence très provisoire et fugitive d'une vraie position du sujet, quitte à ce qu'elle s'évapore aussitôt, mais qui au moins nous donne un instant, même fugace, d'une position qui est strictement notre position. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'il faut se demander à la suite de la pandémie, qu'est-ce qui va s'inscrire de façon durable dans le monde, dans la société. Il me semble qu'on peut espérer que ce soit les institutions qui prennent acte de tout ce qui s'est passé et qu'il y ait quelque chose qui se reconstruise, mais différemment de ce que c'était avant. Ça, c'est au niveau collectif, mais qu'au niveau individuel, c'est peut-être une plus grande excusez que j'emploie le même mot, disponibilité à laisser émerger une position subjectale, aussi provisoire et fugitive et fragile soit-elle, mais qui résiste à la séduction de la pensée de masse, à la séduction de la massification de la pensée qui s'exerce par l'hyperconnectivité. Merci. Je lirai, on prendra 5 minutes de plus parce qu'on est, mais on continue, on voudrait continuer et je crois que ces questions viennent d'une discussion qui a commencé au début de la pandémie et à propos je crois que c'est à propos de cette discussion. Que pensez-vous de l'affirmation de Giorgio Agamben que la pandémie serait l'abolition de l'autre? Je crois que c'est la pandémie et l'abolition serait l'abolition de l'autre. Il y a un écho. Oui. L'abolition de l'autre. C'est une discussion que j'ai lue. Bon, non, je ne voudrais pas reprendre cela parce que je comprends, je n'ai pas connu le texte d'Agamben et je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être est-ce que c'est lié à la question de la subjectivation, justement. Et puisqu'il n'y a de subjectivation que s'il y a de l'autre, moi je suis très réticente, ou en tout cas prudente quant au subjectal et autres termes qui tournent autour de la subjectivation.
et qui la réduisent à un état statique et passif. Moi, je ces formes dont on parle, c'est de l'égotisme qui s'intègre sans aucun travail de subjectivation, justement, sans expérience intérieure. Le monde que Freud nous lègue, avec ses différents étages, et puis ça a été, les modèles varient à travers Klein et Winnicott et Bion, etc. Mais on a cette complexité de la vie intérieure qui se perd avec des notions comme subjectale, etc. Je suis pas d'accord. Ah, c'est parce que quelque chose qui n'est pas. C'est parce que Eliane Lévy-Valency, dans les années 60, c'est parce qu'elle écrit. C'est parce qu'elle écrit. Non, mais je ne dis pas que je parle pas de son travail, mais du terme lui-même qui est en compétition quelque part, qui est avec la subjectivation et qui donne une alternative qui risque à induire un homme nouveau qui serait l'homme de la. C'est pas du tout. Bon, mais écoute, il y a une question comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec la séduction qui serait virale. La séduction, on a pu, quand on travaille sur le maternel précoce, on peut y voir à la fois une reliance qui permet à la personne d'exister et une abjection qui est une contraste, une violence permanente. Mais c'est constructif de la subjectivation, justement. Heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Voilà. Un mot sur Agamben. Un mot sur Agamben, parce que j'ai lu les interventions qu'il a faites sur l'épidémie. Et moi, j'aime bien Agamben, mais là, je crois qu'il était complètement tout à fait en dehors du champ, je dirais. Il a commencé par être négationniste, de dire que c'est une épidémie inventée. Et ensuite, il a essayé de rattraper en disant qu'on l'a mal compris. Et je crois que, bon, évidemment, il aurait pu très bien nous mettre en garde contre le danger que les mésusages du pouvoir, des pouvoirs publics à l'occasion de la pandémie pourraient nous conduire du côté de ce qu'il a nommé la vie nue, mais que, comme Jean-Luc Nancy le lui a fait bien savoir, il y a un véritable danger ici. Et heureusement qu'il y a la santé publique. Alors, je crois que Agamben a raté son coup cette fois-là, si je peux me permettre. Non, je suis d'accord parce que j'ai lu les échanges et Esposito et Nancy en répondant. Malheureusement, parce que c'est très. Vous avez parlé à propos de la vitalité et j'ai compris la vitalité comme part de la disponibilité ou de readiness, c'est par la notion de la mortalité avec la vitalité tout ensemble. C'est ce que j'ai compris. Et malheureusement, il est temps de mettre à fin cette conversation. Comme je n'ai pas reçu les impressions, mais j'ai expérimenté que c'était passionnant. Et je crois qu'il témoigne cette conversation d'une psychanalyse vivante et ouverte à de nouvelles idées. Je crois que c'était fondamental. Une psychanalyse qui est aussi présente à l'heure de partager des espaces de réflexion comme on le fait aujourd'hui, dans un moment où le monde entier vit une situation aussi difficile. Encore merci à nos chers collègues et amis Julia et Dominique pour vos readiness. Je veux utiliser ce mot et je crois qu'on va voir une annoncement à propos du prochain séminaire. Matthew, if we could have yeah. C'est le prochain webinaire vendredi 19 juin. Je le lis en espagnol parce que ce sera en espagnol. On a décidé d'avoir un webinaire en différentes langues. Adolescencia en tiempos de COVID-19 avec Esther Aznar, Roosevelt Cazorla, Mónica Borheimer y Guillermo Bodner.
on a une autre seulement pour le voir parce qu'on n'a pas le temps. Je crois, Matthew, if you could show the last one. Et je suis très contente parce qu'on a choisi l'infantile, ses multiples dimensions pour le sujet pour le prochain congrès à Vancouver. Et vous avez parlé de l'infantile. C'est une très bonne manière de commencer à penser à écrire. Et une autre fois, merci pour être aussi tellement généreuse avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités et d'avoir organisé cette rencontre qui doit se continuer. Oui, tout à fait. Il va continuer. Merci. Il va continuer. Au revoir. Et merci à toute l'audience, les participants, les assistants. Merci. Merci.